excellent. L'écran est s'ouvrir, c'est parfait. Parfait. Ok, ok, ok. Donc, c'est clair. Voilà. Donc, je voudrais remercier vraiment Elvis pour cette présentation sur l'association et tout. Donc, moi, je suis Moudi Tarouni, je suis de Tunis. Et je vais vous parler un peu de mon expérience aujourd'hui, après une carrière de 36 ans dans le domaine des projets et du financement des projets et de la mise en œuvre des projets. Je voudrais donc, voilà un petit sommaire de ce que je vais dire. Un petit mot de remerciement, puis après je vais juste parler très brièvement des défis des ODD. Je vais parler un peu de la participation de la société civile dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets avec les PTF. Je vais parler un peu aussi des mesures en cours d'élaboration par la BAD pour l'intégration de la société civile dans la conception des projets, le rôle préalable de la société civile pour garantir la durabilité des projets. Et puis, je vais vous parler de trois cas de projets que j'ai vécu personnellement qui ont un succès avec la société civile dans 3 pays différents. Voilà brièvement ce que donc, je vais vous dire. Pour mes remerciements, je veux vraiment commencer par adresser mes remerciements à l'association Zilla Leaders et à Mme Khadija Ayari qui était à la base de cette invitation, et afin que je puisse apporter une contribution modeste sur le développement durable et le rôle de la société civile dans la gestion des projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis, comme j'ai dit, je suis tunisien, originaire du sud tunisien, agriculteur d'origine et éleveur. J'ai vécu dans une région très marquée par la rareté de l'eau et le manque d'eau. Donc, c'est pour cela que j'ai forcé mon destin pour que ça soit orienté vers l'eau. Et j'ai fait des études donc, dans le développement, dans le génie rural et l'hydraulique agricole, et avec une spécialité de la maîtrise de l'eau et le développement à l'ENAT en Tunisie, puis à l'INGREF à Paris. Par la suite, ma carrière était assez riche. J'ai fait 35 ans, dont 9 ans avec la Tunisie, dans le ministère de l'Agriculture dans diverses régions, et puis 26 ans dans pratiquement les 5 régions de l'Afrique. Et j'ai travaillé dans une trentaine de pays, donc notamment avec les bureaux d'études, des bureaux d'études internationaux pour faire des études un peu partout, mais aussi les 15 dernières années étaient avec la BAD. Donc 4 années comme chef de division de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation et de la santé pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mon objectif et disons, mon obsession dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est d'aider les nécessiteux et les plus démunis. Donc, c'était vraiment mon objectif principal dans toutes mes interventions. C'est pour permettre l'accès à l'eau, à la route, à la santé, à l'école, à l'électricité et aussi à l'outil. Aujourd'hui, nous sommes devant une société qui a progressé et l'Internet devient aussi une nécessité. Donc, voilà les 6, pour moi, les 6 objectifs auxquels je me bats pour que les gens les plus éloignés, les plus démunis puissent avoir cet accès. Donc, l'eau, la route, la santé, l'école, l'électricité et l'Internet. Donc, les principaux défis des 17 ODD, je ne vais pas revenir. Donc, je crois que M. Elvis a un peu évoqué la question. Donc, tout le monde connaît ces 17 et moi, je suis très figé sur le premier et le deuxième. Honnêtement, lorsqu'on a faim, on ne pense à rien. Donc, il faut que le côté, disons, suffisance alimentaire et nutrition et tout ça soit parmi les priorités des priorités pour notamment notre continent africain. Donc, le reste, l'eau et l'assainissement, l'équité, la justice, tout ça vient de soi, mais personnellement, je suis très, très, très braqué sur tout ce qui touche donc la pauvreté et la faim. Ce que j'ai vu récemment hier dans un article qui est récent sur le classement donc, de ces 52 pays par rapport aux avancées dans le taux de réalisation donc, des objectifs. Ce rapport, il est lié à l'année 2020. Hein, donc, il sort que la Tunisie a atteint 67,1%. Après la Tunisie, il y a l'île Maurice qui a 66,8%.
Et puis, il y a le Maroc, 66,3, il y a l'Algérie, 65,9, et ainsi de suite. Il y a une moyenne de à peu près de 53,8 pour le reste des pays africains. Donc, vous voyez que quand même, il y a une progression notable. Ces objectifs de développement durable sont un appel universel à l'action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, et ce, en leur ouvrant des perspectives d'avenir. En effet, l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté ces 17 ODD en 2015, et ce, dans le cadre d'un programme de développement durable à l'horizon 2030. Il définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs. D'ailleurs, aujourd'hui, des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines du programme 2030 dans plusieurs pays. Par ailleurs, les pays adhérents à ce programme les Nations Unies pour le développement œuvrent à l'amélioration des indicateurs pertinents en fixant des objectifs pratiques. Dans ce contexte, des rapports ont été présentés à cet effet, mettant en évidence des mesures qui ont été prises sur les résultats qui ont été enregistrés. Plusieurs rapports sont en train d'être élaborés régulièrement donc, sur les avancées de chaque pays et les difficultés de chaque pays pour respecter ce deadline de 2030. Les principaux défis, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, bien sûr, le taux élevé de pauvreté, la faim, la santé, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'education, jusqu'à arriver à la paix, la justice et puis le partenariat pour la réalisation de ces objectifs. Le partenariat, lorsqu'on dit partenariat, c'est entre les pays, notamment à travers la société civile et les différents bailleurs de fonds. Et ce qu'on constate aussi des insuffisances au niveau des services de base et carences notables en éducation et en infrastructures sanitaires, ça c'est les constats les plus, disons, marquants. Les problèmes d'emploi et d'inégalité significatives un peu partout, le manque d'infrastructures de base pour le transport, l'électricité, l'éducation, l'eau et l'agricole et ainsi de suite. Le flux migratoire qui ne cesse de progresser entre notre continent et l'Europe surtout. Il y a ces contraintes sur le continent africain sont assez variables d'un pays à l'autre, comme vous le savez, donc, et d'une région à une autre. Et c'est pour cela qu'il y a des efforts qui sont un peu déployés de partout pour qu'on puisse faire avancer ceux qui sont un peu derrière pour que le deadline de 2030 soit plus ou moins respecté par tous ces pays. Maintenant, ce que je voulais un peu dire par rapport à la société civile, là on rentre un peu dans le vif de notre sujet, la participation de la société civile dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets avec les PTF. Comme vous le savez, certainement, c'est universel et un peu partout dans le monde, le cycle d'un projet, il passe par 5 étapes importantes. Il y a l'étape de l'identification d'un projet, la préparation du projet, l'évaluation d'un projet, la mise en œuvre d'un projet, et puis l'achèvement d'un projet. Dans ces 5 étapes qui sont définies par les bailleurs généralement et adoptées par les pays, le rôle des pays et le rôle de la société civile est pour moi déterminant. C'est pour cela donc qu'il y a un rôle très précis qui doit être joué à chaque étape. Si on prend par exemple pendant l'identification de projets, les équipes s'appuient sur les études préparatoires, la base des données des organisations du secteur de société civile et des connaissances des équipes pays afin d'identifier les parties prenantes. Clé est une stratégie de consultation et de participation de la société civile de la conception à la mise en œuvre et éventuellement au suivi des projets. Donc, vous voyez un peu ce pilier-là, pour moi, il est primordial. Le départ d'un projet, la naissance d'un projet doit être engendré, doit être je veux dire, doit prendre part au niveau de la société civile. C'est la société civile qui devrait aller vers le bailleur ou vers le gouvernement ou pour demander un projet quelconque dans une région donnée. J'ouvre cette parenthèse parce que j'ai vu dans mon expérience, il y a pas mal de projets
qui n'ont pas suivi cette procédure. Le projet vient d'ailleurs. Parfois même, on fait, excusez-moi le terme, un copier-coller, on prend une idée dans un pays et puis on essaie de la calquer dans un autre pays. Donc, si le projet n'a pas été identifié par la société civile, les bénéficiaires eux-mêmes, la région elle-même, il aura peu de chances d'atteindre ses objectifs. Maintenant, la phase numéro 2, c'est la préparation. Là, on commence les consultations préliminaires, comprenant toutes les parties prenantes, pertinentes de la société civile et les bénéficiaires potentiels. Les consultations avec les parties prenantes dans la société civile au cours de la préparation permettra à celle-ci de contribuer à l'élaboration des montages des différentes composantes du projet à travers une note conceptuelle et devront inclure une discussion sur le plan de l'engagement avec la société civile et identifier les bénéficiaires directs. Donc, cette étape-là nous permet de sortir de cette note conceptuelle. C'est une note qui va un peu décrire les grandes lignes de ce projet, les composantes de ce projet, quels sont les bénéficiaires, quelles sont les régions concernées, quel est approximativement le coût du projet, et à partir de là, donc, tous les partenaires doivent se décider si oui ou non on continue ou pas sur ce projet. Par la suite, on passe à l'étape décisive, qui est l'évaluation. L'évaluation, dans cette évaluation, on doit aller dans les détails. On doit aussi faire les études poussées telles que les études économiques et financières, la rentabilité, tout ce qui aussi concerne les études d'exécution détaillées, de tout ce qu'on va réaliser dans ce projet. Donc, cette phase donc, permet d'obtenir un retour des acteurs de la société civile sur l'évolution du projet et sur la façon dont le projet répond aux attentes des bénéficiaires. La définition finale des activités, des coûts, l'unité de gestion de projet, de calendrier de mise en œuvre, et ainsi de suite. Donc, cette étape aussi, elle est très importante parce qu'elle précède l'approbation du projet. C'est une fois qu'on a défini tout ce qui compose le projet, son coût, ses rentabilités, tout ça, on doit aussi préparer l'unité de gestion de projet. On doit donner tous les éléments sur ce qui l'organisme va gérer ce projet, quelles sont ses qualités, ses compétences, et de comment il est composé, et ainsi de suite. Tout ça doit apparaître d'une façon très claire dans l'évaluation de projet. Pendant la mise en œuvre, et ça c'est la phase qui est la plus délicate, c'est en fait les 5 années, 6 années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend du projet en fait et des secteurs, mais c'est une phase très importante et généralement on rencontre assez de difficultés pour atteindre les objectifs de ce projet. Et c'est là où on demande beaucoup à la société civile d'être derrière tout ce qu'ils réalisent dans un projet et d'être considéré comme un partenaire à part totale pour qu'on puisse atteindre les objectifs et puisse surtout réaliser des choses, des activités, des infrastructures qui soient appropriées, qui soient attendues par les populations. On arrive à la fin de ce qu'on appelle l'évaluation finale. L'évaluation finale d'un projet. Et là, je vais vous dire un peu sur ce paradoxe que moi j'ai toujours vu comme ça. L'achèvement d'un projet, c'est un terme qui est pour les bailleurs de fonds, qui vient à la fin du décaissement des projets. Lorsqu'on a décaissé tout, lorsqu'on a tout réalisé sur le terrain, on dit voilà, maintenant on va faire l'évaluation finale. Et cette évaluation finale, donc, va montrer un peu comment le projet a été réalisé, mais elle ne peut pas évoquer la phase mise en valeur du projet, parce que le projet n'a pas été encore mis en valeur. Et c'est là où le terme évaluation finale d'un projet n'est pas, à mon sens, très approprié. En réalité, lorsque le bailleur de fonds considère que le projet est clôturé et fini, c'est ce jour-là que la société civile, les bénéficiaires, pour eux, le projet est né. C'est ce jour-là que le projet est passé donc, à la société civile. C'est ce jour-là que le projet démarre. Donc pour le bailleur, c'est ce jour-là que le projet s'arrête, se termine. Vous voyez un peu cette confusion qui n'est pas bénéficiaire. Et pour moi, donc, ce que j'ai toujours demandé et sollicité au niveau des bailleurs, c'est de prévoir une autre étape qui s'appelle l'étape de la mise en œuvre, carrément. Cette étape de mise en œuvre est indispensable. C'est-à-dire que le bailleur doit à tout prix
être impliqué par un moyen ou un autre. On sait que le décaissement est terminé, mais il faut que son engagement continue. Parce qu'il ressort clairement que beaucoup de nos projets n'atteignent pas leurs objectifs de développement tels que décrits, tels que mis dans les différents rapports d'évaluation qui sont validés par les bailleurs, qui sont validés par les gouvernements. Donc, cette phase de mise en œuvre qui dure éternellement, le projet, lorsqu'il est mis en œuvre, donc il peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, et le démarrage est généralement très difficile à cause donc de l'absence des bailleurs dans cette phase. Je reviendrai sur ça par la suite parce que je parlerai un peu de la durabilité du projet. Maintenant, les financements possibles de la société civile par les PTF. Ceci, c'est un peu différent d'un bailleur à un autre. Et ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la Banque africaine de développement, il n'y a pas de financement direct en tant que tel. Mais les initiatives sont en cours qui vont permettre, dans un avenir proche, de financer des projets de la société civile en lien avec les priorités de la banque. Pour les autres PTF, comme la Banque mondiale de développement, l'Union européenne, l'USAID ou la Banque mondiale, ils ont des mécanismes spécifiques relatifs au financement de la société civile. Vous pouvez visiter sur leur site internet respectif pour en avoir plus. Je vous informe aussi qu'au niveau de comment dirais-je, au niveau de l'Union africaine, est en train de mettre en place une initiative relative à l'engagement de la société civile au niveau du continent, dans son partenariat avec l'Union européenne, qui peut vous intéresser. Voilà, donc je mets le lien qui peut vous amener à ça. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que la BAD n'a pas, jusqu'à ce jour, n'a pas un outil direct qui permet d'aller vers la société civile. En fait, tout ce que nous faisons, nous le faisons avec les gouvernements, avec les États. Et l'État, bien sûr, le gouvernement fait intervenir les sociétés civiles. Mais il y a beaucoup de mesures et d'outils qui sont en cours d'élaboration à la BAD pour l'intégration de la société civile dans la conception. Et ces mesures vont sortir très bientôt. Donc, je vous ai donné une liste de ce qui est en cours de préparation en ce moment. Il y a des lignes directives pour intégrer l'engagement de la société civile dans les documents de stratégie des pays. Le document stratégie pays, certainement les collègues le savent, c'est un document stratégique. Chaque pays a son DSP. Et dans les documents de stratégie d'intégration régionale, le DCIR. Donc, ce sont deux documents qui sont connus à la base, tous les pays les connaissent. Donc, il y a maintenant des lignes qui sont directives qui vont intégrer ces deux documents. Et lorsqu'ils seront dans ces deux documents, donc, ils engagent tout le monde. Il y a un outil pour intégrer l'engagement de la société civile dans les projets. Donc, là aussi, la société civile fera formellement partie de l'équipe de projet. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Les parties contractuelles, c'est le bailleur, comment dirais-je, le bailleur et le gouvernement, le ministère concerné. Mais il y a un part, disons, formel de la société civile dans la mise en œuvre de projet. Et ça dorénavant, il y aura un troisième partenaire qui est la société civile. Un programme de renforcement des capacités sur l'engagement de la société civile. Là aussi, comme nous le savons, nos pays sont confrontés à ce problème de capacité limitée dans tous les domaines. Et ça qui fait que, ici, ça qui fait que on n'avance pas beaucoup. Ces sociétés n'ont pas les moyens disons, cette population, ces bénéficiaires où la société civile n'a pas généralement les moyens pour gérer un très bon projet, pour le mettre en valeur dans de bonnes conditions. Donc là aussi, il y a un programme de renforcement des capacités qui sera mis en place dans toute cette stratégie. Un guide sur la gestion des requêtes de la société civile. Parce que la société civile maintenant va pouvoir adresser des requêtes aux bailleurs. Alors qu'avant, non. Avant, on dit que non, c'est le gouvernement, c'est le ministère du tutelle, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère des Économies, c'est elle qui devrait
donc adresser les requêtes de financement ou d'appui, ainsi de suite. Tous ces outils-là sont utiles et pour les pays et pour les staffs de la banque aussi, parce que les staffs de la banque vont aussi avoir des formations sur la manière d'utiliser tous ces outils. Le dernier aussi, il y a une cartographie des différents fonds existants dans la banque auxquels la société civile peut prétendre en attendant la mise en place d'un fonds fiduciaire dédié au financement de la société civile. Donc, il va y avoir une cartographie sur ces fonds-là qui permettra à la société civile, aux différentes ONG, organisations, d'avoir une visibilité, comment peuvent aller directement vers les fonds qui peuvent les concerner. Maintenant, j'arrive à la question cruciale, la durabilité des projets. Et là, honnêtement, au regard de mon expérience pendant ces 30 années, je n'ai fait que les projets dans ma vie. Je n'ai fait que concevoir les projets, faire les études, les réaliser sur le terrain. Mais je reste un peu sceptique et je reste un peu mal à l'aise de voir que beaucoup de nos projets souffrent dans la mise en valeur, dans la phase mise en valeur, et ce est dû à ces préalables qui n'ont pas été considérés. Il y a beaucoup de préalables qu'aujourd'hui, dans la précipitation, on les néglige et on tombe donc dans ce problème à la fin. Les études de faisabilité très détaillées, avec une forte implication des bénéficiaires de la société civile. Ça, c'est la clé d'un projet. Si on veut aujourd'hui construire un grand projet agricole dans une zone quelconque, on doit commencer par sortir ces études de faisabilité, avec une implication forte de tous les bénéficiaires, de toutes les ONG, les organisations qui couvrent cette zone dans cette étude de faisabilité. Donc, l'étude de faisabilité, elle est indispensable pour commencer un projet. L'étude d'impact environnemental et social. Comme vous le savez, le monde a changé et les impacts environnementaux sont devenus de plus en plus préoccupants dans le monde entier. Donc, l'impact de tout ouvrage qui va être construit, une route, un pont, un échangeur, une école, n'importe un hôpital, il y a des impacts positifs et négatifs et cette étude-là doit ressortir tout ça pour qu'on les considère dans l'évaluation finale des projets et qu'on prévoit les coûts pour atténuer ces impacts. Les études techniques détaillées. Les études techniques détaillées aussi, parfois, on saute cette étape, on dit, bon, écoutez, on va le faire dans le projet lui-même. Et ça, c'est l'erreur fatale. C'est l'erreur parce qu'on découvre, lorsqu'on fait ces études dans le projet lui-même, qu'il y a beaucoup de surprises et qui peuvent d'abord allonger les délais d'un projet. Un projet, pour lui, que ça dure 5 ans, il peut aller à 6, 7, 8 ans, parfois 10 ans, à cause de ces études qui ne se terminent pas et qui peuvent même amener le projet dans un autre chemin. Parce qu'on découvre dans ces études-là que ce qu'on a prévu au début n'était pas appliqué. Donc, il faut développer ces études détaillées avec des solutions appropriées et spécifiques au projet. Le développement des principaux risques et des mesures de mitigation. Là aussi, on sort généralement dans le projet, mais on va le développer davantage. Tous les risques auxquels le projet est confronté doivent être indiqués et quelles mesures de mitigation doit-on prendre en face. L'évaluation des capacités des maîtres d'ouvrage et de l'unité de gestion de projet. Ça aussi, la société civile doit donner son mot dedans, doit peser par rapport à cette section parce que nous avons des unités de gestion de projet qui sont limitées, qui sont généralement de capacité assez modeste et qui donc n'arrivent pas à gérer les grands projets de développement. L'organisation, formation et appui au comité de gestion de projet, donc ça va de soi, c'est le renforcement des capacités de ce comité. Il faut vraiment leur donner les moyens pour gérer parfois on donne des projets de 200 milliards de francs CFA pour une unité de gestion de projet composée de 5-6 personnes, alors qu'elle est complètement dépassée et ne peut donc répondre à tous les défis de ce projet. Il y a aussi le problème de l'après-projet. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un projet, je prends le cas d'exemple d'un grand périmètre agricole, par exemple, de 5000 hectares, où on construit donc toutes les infrastructures nécessaires d'irrigation, de drainage, de protection, de barrage, de tout ce que vous voulez, un énorme ouvrage, un énorme projet. Et à la fin, on se trouve confronté à un problème qui s'appelle l'entretien et la maintenance de tous ces ouvrages. Généralement, c'est dû au fait que les pays n'est pas structuré, il n'y a pas de service
qui sont dédiés à ça. Il n'y a pas de services qui viennent prendre le relève après les bailleurs pour assurer ces activités d'entretien et de maintenance. Et c'est pour cela que le projet, la durée de projet devient très limitée. Au lieu de durer 50 ans, 100 ans, il peut disparaître après 5-10 ans. Parce que tous les ouvrages, les stations de pompage, les conduites, les machins, tout ça n'ont pas été entretenus à temps. Et donc, c'est l'abandon, donc, ils deviennent défaillants. Et donc les services d'entretien et de maintenance doivent être ressortis dès la phase de l'évaluation de projet. On doit dire qui va faire quoi pendant la mise en œuvre du projet. Pour finir, je vais essayer de vous parler un peu de 3 cas que j'ai vécu personnellement et qui vous donneront un peu l'idée de ce que c'est la société civile. J'étais en 1997 au Mali au profil d'un bureau français comme assistant technique d'un projet. Et dans ce projet, c'était au nord du Mali. Il y avait des conditions climatiques très difficiles dans une zone traversée par le fleuve Niger. Comme vous le savez, la ville de Gao, pour ceux qui connaissent un peu le Mali, j'ai vécu là-bas 5 ans. Et j'étais confronté à un paradoxe que je n'ai jamais oublié de ma vie. C'est en fait une zone où même les cultures maraîchères sont excessivement chères. Les pommes de terre, les oignons, les carottes, tout ça, ça se vend à 100 francs l'unité, ce qui est très difficile pour un citoyen ordinaire et très cher. Donc, je suis parti dans une autre mission, mais j'ai développé mon jardin personnel dans ma maison qui est au bord du fleuve Niger. Et dans ce jardin, comme c'est ma passion, donc j'ai bien développé tout ce qui est culture maraîchère, des fruits, tout ça. Et après une année, c'est devenu un très bon jardin et l'information est partie très loin. Elle est arrivée au gouverneur de la région. Et le gouverneur de la région a demandé à mon chef, qui est le directeur du projet, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ma maison pour voir comment on peut dupliquer tout ça. Et l'idée est partie de là-bas. Et on a donc ajouté dans ce projet-là d'élevage qui est au nord du Mali, on a ajouté une composante de développement des cultures maraîchères sur les 2 rives du fleuve entre Gao et Ansongo sur une distance de 100 km. Donc, on a organisé les femmes, on a fait des sites de maraîchage un peu partout dans plusieurs dizaines de villages. Et ce que je n'ai pas oublié du tout, on est arrivé après à peu près 1 année et demie, 2 ans, à un problème de surproduction. Il y a trop de production de maraîchage. La pomme de terre et l'oignon qui faisait 100 francs l'unité, c'est devenu 100 francs le tas. Le tas peut contenir 2 à 3 kilos. Donc, il y a vraiment une surproduction. Et à l'époque, on a trouvé la solution, on avait la ville de Niamey, la capitale du Niger, qui était à 300 km de chez nous, parce que Bamako, elle est à 1200 km. On a organisé comment on appelle ça, il y avait des commerçants qui venaient de Niamey, qui venaient ramasser tous les produits de cette zone et les vendre dans la ville de Niamey. Et c'était un soulagement pour tous les producteurs. Donc, c'était vraiment un grand succès parce que ça changeait complètement la vie de ces populations et qui sont devenues donc qui ont pu assurer leurs besoins en matière d'alimentation, notamment tout ce qui est maraîchage et céréales. Donc ça, c'est un exemple que je n'oublierai jamais parce que c'est de rien du tout, on a pu régler un problème très important dans cette zone, et tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas une bonne exploitation des ressources naturelles. Il y a de l'eau, le fleuve Niger qui traverse tous ces villages, il y a de très bons sols, et puis il y a beaucoup de soleil. Et les gens ne font rien devant ça. Ils attendent seulement que le fleuve déborde pour produire du riz, et ça, ce n'est pas suffisant. Donc, on a essayé de développer donc, le maraîchage, tout ce qui est aussi les arbres fruitiers et tout ça. Donc, c'est devenu des petits maillots d'oasis un peu partout, tout le long du fleuve. Le deuxième point, je l'ai vécu au sud de Madagascar aussi. Et là, on était dans une zone où il y a une abondance d'eau aussi énorme. Et les gens cultivent beaucoup de riz. Mais comment dirais-je, le rendement est très faible. Le rendement ne peut pas dépasser, je pense que c'était 2 tonnes ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un rendement très faible et avec une organisation très minutieuse donc des bénéficiaires. Il y avait
Il y avait une association qui a été renforcée, qui a été formée, qui a été dans l'irrigation, dans le stockage, dans la transformation, dans l'emballage, la commercialisation, tout ça. Ils ont pu multiplier par 5 ou 6 leurs recettes sur ce même périmètre. On a développé, je me rappelle, on a fait des magasins pour permettre aux gens de stocker, ils ont loué les magasins même aux gens, donc c'est devenu même des sources de recettes pour l'association et ainsi de suite. Donc cette association a pu, en 4-5 ans, devenir une organisation de taille dans la région et avec un capital très important. Un autre point que je n'oublierai aussi non plus, c'est un grand projet au nord de la Guinée où on devrait construire 1400 points d'eau pour l'alimentation en eau potable des villageois. Et ce projet a très bien réussi, il a atteint ses objectifs à 100%, on a construit tout ce qu'il faut, tous les points d'eau ont été faits, ça marche à merveille, mais le jour vers la fin, lorsqu'on a fait des réunions de restitution avec les villageois, on était confronté à une question très importante. En fait, les villageois n'étaient pas très, très contents de ce qu'ils ont vu. Ils disent que pour eux aussi, les animaux sont aussi importants que les enfants. Et il faut donc trouver une solution pour abreuver les animaux. Et moi, ça m'a marqué cette remarque parce que je comprends ce que c'est les animaux dans le monde rural et pour un villageois et pour un agriculteur. Donc, c'est bien, c'est vraiment très important. Donc, j'ai suggéré à mes supérieurs et à mes bailleurs d'ajouter des abreuvoirs. Donc, on était dans l'obligation d'ajouter au moins 1400 abreuvoirs dans tous autour de chaque point d'eau. On a éloigné à quelques 20-30 mètres l'abreuvoir pour que ça soit mélangé avec les hommes et les femmes. Et on a mis donc un abreuvoir de 15-20 mètres de long qui permettra aux villageois d'abreuver leur cheptel. Et ça, c'était pour eux le succès du projet. Les villageois étaient beaucoup plus contents de ces abreuvoirs que de points d'eau et des bornes fontaines qu'on a réalisées dans le village. Donc ça aussi, ça fait un grand succès qu'on a créé à l'époque et ça a été repris par les médias, les journaux et ainsi de suite. Donc voilà, j'arrive à la fin. Donc j'ai beaucoup d'autres cas de success story, mais bon, je me limite à ça. Mais les projets que j'ai tenus après cette carrière. À la fin, je voudrais vraiment vous remercier et je voudrais aussi vous dire que j'ai toujours privilégié et priorisé les femmes, ce qu'ils font dans le continent africain et dans le monde rural africain. Ce sont les femmes qui font la plupart du tout, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, tout ce que vous voulez. C'est pour cela qu'on ne doit pas les oublier, qu'on doit les considérer dans tous nos projets, dans le montage de tous nos projets. On doit mettre les femmes au devant des choses, on doit les aider, on doit les appuyer, on doit renforcer les capacités des femmes, car c'est elles qui représentent l'avenir de ce continent.